Ce sont les derniers jours de la saison parlementaire avant la pause estivale ici en France et ils sont mouvementés avec l'adoption houleuse hier soir d'un projet de loi très controversé dit d'urgence agricole. Texte présenté comme une réponse à la colère paysanne qui s'est exprimée l'hiver dernier. Texte qui ouvre la voie, si le Sénat le vote pour une adoption définitive, la voie donc à une modification profonde, notamment de la gestion de l'eau alors que la France est en pleine sécheresse, mais qui rend aussi possible la réintroduction de 2 pesticides jusqu'ici interdits à titre dérogatoire si l'Agence de sécurité sanitaire donne son feu vert. Le camp présidentiel s'est fissuré sur le texte, on va y revenir. D'abord les images, les faits, commentés par nos confrères de France 2. Dans une séance crispée, la loi urgence agricole a été adoptée hier à l'Assemblée. 520, majorité 261 pour 296 contre 224, il est adopté. Attendue par les agriculteurs, décriée par les pro-environnement, la loi divise jusque dans l'hémicycle. Je suis satisfait pour les agriculteurs parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures qui étaient attendues. Satisfait parce qu'on a un travail de longue haleine. C'est un véritable piétinement de la démocratie parlementaire, un de plus. Et ce qui est hallucinant maintenant, c'est de voir que beaucoup de ses collègues d'ailleurs se sont tout de même couchés et ont voté la loi agricole. Quelques heures avant le vote, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Paris. Ils dénonçaient des mesures sensibles sur l'eau et s'opposaient à la réintroduction de 2 pesticides interdits en France. Là, on vit une sécheresse, une canicule sans précédent. On est tous en souffrance, tout territoire confondu, toute production confondue. Et on continue à mettre en place des mesures qui nous emmènent droit dans le mur. La loi urgence agricole passe devant le Sénat cet après-midi. Elle devrait être adoptée définitivement. Voilà, on reviendra dans un instant avec notre invité sur la question plus précise de ces pesticides. On va voir le volet politique avec vous cette affaire, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. Des divergences entre... Je suis là. Bonjour Flore. Des divergences entre le gouvernement et une partie de ses troupes à l'Assemblée où le camp présidentiel donc s'est fracturé dans l'hémicycle. Oui, en fait, on a assisté hier à, si vous voulez, les députés censés soutenir le gouvernement, c'est-à-dire députés Ensemble pour la République, Renaissance, qui ont tenté d'amender le texte pour enlever cette mesure sur les pesticides, dont à l'origine d'ailleurs Sébastien Lecornu ne voulait pas. Eh bien, figurez-vous que quand ils ont essayé d'amender ce texte, le gouvernement n'a pas voulu examiner l'amendement. Donc en gros, ils se sont divisés entre soutien du gouvernement et gouvernement pour retirer cette mesure sur les pesticides. D'ailleurs, ce matin, Agnès Pannier-Runacher, qui est la députée Ensemble pour la République du Pas-de-Calais et ancienne ministre de la Transition écologique, a accusé le gouvernement d'un passage en force. Vous voyez, des mots qu'on entend plutôt dans la bouche des opposants habituellement. Gabriel Attal aussi, le patron du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, ne voulait pas de cette réintroduction des pesticides. Il a bien tenté même de convaincre Sébastien Lecornu d'amender le texte, ce que le Premier ministre a refusé. Donc voilà, c'est vrai qu'on a vu hier des divisions entre les députés Renaissance et même Modem qui soutiennent le gouvernement et le gouvernement lui-même. Ce qu'il faut savoir, Pauline, c'est qu'à la base, à l'origine, il n'y avait pas cette mesure très controversée sur les pesticides. Le gouvernement ne l'avait pas mis dans le projet de loi agricole. Et puis Sébastien Lecornu, début mai, avait même envoyé une lettre aux agriculteurs en disant « Il n'y aura pas de mesures, d'articles sur les pesticides, ce sera un texte à part ». Donc le gouvernement a un peu renié, si vous voulez, son texte d'origine. Il s'est défendu en disant que c'était un respect des parlementaires, puisque un texte de compromis avait été trouvé en commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. D'autre part, il a aussi dit qu'il ne fallait pas limiter ce texte à un seul article. Donc voilà, pour résumer, l'Assemblée nationale s'est déchirée entre le gouvernement et ses soutiens, beaucoup d'abstention au centre. La droite et le Rassemblement national ont voté pour le texte. La gauche, dans sa grande majorité, s'y est opposée. Et la gauche tout entière, hein, écologistes, communistes, insoumis et socialistes, ont annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel. On va écouter Aurélie Trouvé, députée insoumise. Sur tout ce que nous allons faire, c'est déposer cette semaine un recours au Conseil constitutionnel, puisque vous vous souvenez que l'été dernier, nous avions obtenu une victoire et que nous pensons obtenir à nouveau des victoires, parce que nous pensons qu'une grande partie des mesures de cette loi d'urgence agricole, qui est en fait une loi poison, une loi toxique, une grande partie de ces mesures sont en fait anticonstitutionnelles, tout simplement parce que ce sont de véritables régressions environnementales.
Voilà, l'espoir de la gauche, c'est que finalement, il se passe comme ce qu'il s'était passé pour la loi du plomb, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, au nom de la Charte sur l'environnement, retoque cette mesure sur les pesticides réintroduits donc hier dans le texte sur la loi agricole. La loi du plomb contre laquelle 2 millions de personnes avaient signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Le texte actuel qui sera soumis tout à l'heure au vote du Sénat, où il y a a priori pas beaucoup de suspense, il devrait être adopté, divise jusqu'au sein du gouvernement. Et la ministre de la Transition écologique qui pourrait mettre sa démission dans la balance ? En effet, Monique Barbu qui est reçue en ce moment même à Matignon et en effet, elle pourrait présenter sa démission à Sébastien Lecornu. C'est en tout cas ce que dit son entourage à nos confrères de TF1. En fait, Monique Barbu, elle était en désaccord avec principalement 2 points, donc ces 2 pesticides réintroduits qui étaient, je le rappelle, interdits en France mais autorisés en Europe et qui seraient réintroduits à titre dérogatoire, vous l'avez dit Pauline, mais aussi elle s'opposait au doublement du stockage de l'eau. Donc ces 2 mesures ont été votées hier dans le texte. Monique Barbu, elle était en minorité aussi au sein du gouvernement puisque Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, elle soutenait le texte. Donc voilà, elle a un peu, si vous voulez, été mise en minorité, Monique Barbu. Et puis encore une fois, Sébastien Lecornu, qui à l'origine n'avait pas, dans le projet de loi initial, introduit cette mesure sur les pesticides, a finalement donné, on va dire, le point à la droite et à l'extrême droite et une partie du centre qui voulait introduire cette mesure sur l'acétamipride. Donc voilà, alors ce matin, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, elle était interrogée dans le cas, on ne sait pas encore, où Monique Barbu donnerait sa démission. On va voir la réponse de la porte-parole du gouvernement. Qu'on démissionne sur un arbitrage gouvernemental qu'on perd, on peut en débattre. Qu'on démissionne sur un vote au Parlement qui ne va pas dans notre sens, c'est, à mon avis, un peu plus complexe. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, si Monique Barbu démissionnait, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Ça montre la fragilité au sein même de ce gouvernement. Et puis c'est vrai qu'à 9 mois de la présidentielle, c'est pas forcément un bon message envoyé. Le Premier ministre, dans le cas de la démission ou dans le cas où Monique Barbu démissionnerait, serait en charge de trouver une nouvelle ministre ou un nouveau ministre de la transition écologique. Pour assurer la transition tout court, Monique Barbu qui a dit réserver donc sa décision à l'adoption éventuellement au Sénat tout à l'heure, qui ferait de ce texte un texte définitivement adopté. Merci beaucoup Flore Simon. On va revenir à présent avec notre invité sur l'une des mesures extrêmement, vous l'avez rappelé Flore, extrêmement controversée de ce texte, l'ouverture à la possible réintroduction de 2 pesticides autorisés en Europe mais interdit en France, notamment l'acétamipride, baptisé tueuse d'abeilles. Bonjour Pierre Sujaubert. Bonjour. Vous êtes hématologue, professeur d'hématologie à l'université Claude Bernard Lyon 1 et aux Hospices civils de Lyon. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais d'abord votre réaction après ce que vous venez d'entendre en plateau et après l'adoption houleuse de cette loi cette nuit à l'Assemblée nationale. En fait, avec 16 sociétés savantes médicales, le Conseil national de l'ordre des médecins, on a écrit une tribune dans le journal Le Monde le 29 juin dernier qui expliquait aux sénateurs à l'époque les enjeux autour de la réintroduction de l'acétamipride et de la fluopyradifurone. On expliquait la gravité de ces molécules pour la biodiversité, les pollinisateurs et pour la santé humaine, notamment pour l'acétamipride. Et on expliquait aussi que ça avait été noté par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, que ça avait été compris par 2 millions de signataires de la fameuse pétition. Et on a vu hier soir en fait que malgré ces alertes des sachants, malgré ces alertes des institutions démocratiques qui sont là pour assurer la qualité du débat, il a suffi de la volonté, l'obstination, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de la droite parlementaire qui a permis d'arriver à ce résultat, à mon sens, qui est vraiment un coup de force, quoi. Donc les parlementaires ont adopté en connaissance de cause, en sachant, c'est ce que vous dites, le danger que représentent ces 2 pesticides, tant pour la biodiversité que pour la santé des humains.
Alors, on a bien pris la peine de les informer par cette tribune. Je les ai même contactés personnellement par courrier vendredi dernier, les parlementaires du centre de la droite et de l'extrême droite. Ce que j'évoquais aussi dans le courrier que j'avais écrit, c'est qu'ils avaient peut-être entendu les voix de ce qu'on appelle la fabrique du doute, qui sont des voix qui vont minimiser l'impact des études scientifiques, qui montrent les dangers de ces molécules. Donc peut-être que les parlementaires ont été influencés par ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, dans une certaine presse, essayent de minimiser la gravité des faits qui ont été observés. En tout cas, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils ont pris cette décision sans être informés. Après, il leur appartient d'assumer devant leurs électeurs les décisions qu'ils ont prises durant leur mandat. Quel danger? Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui nous regardent quel danger ces 2 pesticides? On reviendra dans un instant sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être réintroduits. Donc l'acétamipride et le flupiradifurone représentent pour la santé très concrètement. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Alors, en termes d'effets sur la santé, les données sont essentiellement autour de l'acétamipride. Elles sont encore parcellaires pour la flupiradifurone. On ne manque pas de données pour la flupiradifurone sur ses effets sur la biodiversité, mais sur la santé humaine, les données sont bien moins établies. L'acétamipride, c'est un poison de la transmission de l'information entre les neurones. Donc ça, c'est comme ça qu'il marche sur les insectes cibles, mais il marche aussi du coup sur les autres insectes, donc les pollinisateurs, et il marche aussi sur les neurones des mammifères, et donc parmi les mammifères, les neurones des humains. Il y a des études qui montrent qu'on retrouve la molécule d'acétamipride dans tous les liquides humains, donc dans le sang, les urines, le sperme, mais aussi dans le liquide céphalorachidien, qui est ce liquide qui est dans les méninges, c'est-à-dire dans lequel baignent les neurones. Et on le trouve notamment dans le liquide céphalorachidien des enfants quand on le cherche, à des doses qui sont certes faibles, mais on sait très bien en toxicologie que malheureusement, il n'y a pas de dose sans effet sur la santé. C'est le cas du plomb, c'est le cas du tabac, etc. Alors, les études épidémiologiques regardent la corrélation entre la survenue de maladies et l'exposition à certains produits. Et pour l'acétamipride, on a mis en évidence que si une femme était exposée à l'acétamipride pendant sa grossesse, ça entraînait une diminution de la taille du périmètre crânien, c'est-à-dire du développement du cerveau du fœtus à la naissance, et ça entraînait une augmentation du risque de troubles du neurodéveloppement de type troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TDAH, dont on parle beaucoup en ce moment. Puis il y a toute une série d'évidences qui montrent les effets de l'acétamipride sur la reproduction, donc la reprotoxicité, sur la quantité, la qualité des spermatozoïdes, des ovocytes. Et il y a aussi des articles qui montrent que le métabolite de l'acétamipride pourrait avoir des effets perturbateurs endocriniens. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la tribune et c'est ce qu'on a largement repris du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, rapport qui a été malheureusement et bizarrement censuré par les parlementaires de l'OPEX quelques semaines avant l'examen de la proposition de loi. Donc là aussi, ça pose quand même des questions sur le fonctionnement de démocratie et sur la capacité de nos institutions à entendre les données scientifiques et à protéger la santé publique. À ce propos, professeur, l'argument des défenseurs du texte, c'est que les cartes sont désormais dans les mains de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a 2 mois, c'est pas clair à ce stade à partir de quand court ce délai, mais qui aurait donc 2 mois pour permettre cette réintroduction sous conditions, ou en tout cas de façon dérogatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 2 mois, c'est suffisant? Et est-ce que ces 2 mois pourraient permettre de dire des choses que les rapports ces dernières années n'ont pas dites? Alors, clairement, 2 mois, ce n'est pas suffisant. Il y avait eu un amendement pour le passer à 6 mois qui a été rejeté. On se demande qu'est-ce qui peut motiver ce rejet. Un point important, c'est que l'ANSES est une agence réglementaire, c'est-à-dire qu'elle doit établir la conformité d'une molécule à un règlement qui est un accord politique, au sens très noble du terme, sur les caractéristiques des substances qu'on a le droit ou pas d'autoriser en Europe, ou en France en l'occurrence pour l'ANSES.
C'est très différent d'une agence scientifique. Parce que l'ANSES, de manière réglementaire, n'a pas le droit de s'intéresser à certaines études qui ne respectent pas des règles préétablies de méthodologie qui sont fixées par l'OCDE. C'est comme ça, par exemple, qu'on a perdu énormément de temps pour l'interdiction du bisphénol A, alors que les données scientifiques étaient massives pour montrer que ce produit était un perturbateur endocrinien, mais les agences réglementaires ne pouvaient pas les prendre en considération parce qu'elles ne respectaient pas le cadre fixé par l'OCDE d'évaluation des études. Donc, demander à l'ANSES de faire en 2 mois, ce qui est un délai absolument ridicule, une évaluation scientifique, alors que ce n'est pas la mission de l'ANSES. La mission de l'ANSES, c'est de faire une évaluation de la conformité réglementaire. C'est quelque chose qui me semble largement insuffisant. À titre d'exemple, la flupyradufurone, la Grèce a réévalué cette molécule en 2022 en disant qu'elle présentait des risques très importants et qu'on ne devrait pas l'utiliser en dehors d'un usage sous serre. On est en 2026, ça n'a toujours pas eu de conséquences. Donc on voit bien les limites du travail réglementaire. Autre question, toujours sur ce thème-là. Ceux qui défendent le texte disent qu'il s'agit donc d'une dérogation qui ne concerne qu'une seule filière, en tout cas dans le cas de l'acétamipride, c'est-à-dire la filière noisette, que ça concerne une portion infime des terres agricoles et donc ça n'aurait que très peu d'impact. Est-ce que c'est recevable ? Alors, c'est déjà une bonne nouvelle que les députés aient limité les possibilités d'utilisation de l'acétamipride à la noisette. Maintenant, force aux riverains des champs de noisetiers, je leur conseille de faire attention à ce qu'ils boivent comme eau, etc. Enfin, ça va poser des problèmes, y compris en premier lieu pour les agriculteurs qui épandent ces noisettes ou pour les personnes qui les récoltent. Pour l'autre insecticide, la flupyradufurone, il est prévu de l'utiliser pour les betteraves sucrières. Donc là, on parle d'une surface agricole qui est absolument énorme. De l'utiliser en enrobage des semences, ce qui est un usage qui n'a jamais été autorisé en Europe et pour lequel le fabricant de ce pesticide, Bayer, n'a même pas fourni d'évaluation réglementaire. Donc, certes, pour l'acétamipride, heureusement, il y a une limitation, et à mon sens, elle est insuffisante. Pour la flupyradufurone, on est très très loin d'un usage limité. Et même s'il n'y a pas encore de données solides sur la dangerosité de cet insecticide pour la santé humaine, il y en a des très très solides pour sa dangerosité pour la biodiversité. Et je rappelle le concept qu'a porté le président de la République, Emmanuel Macron, lors du sommet à Lyon en avril, qui s'appelait le sommet One Health. La santé humaine n'est pas quelque chose qui est complètement déconnecté de la santé de notre environnement et de la biodiversité. Et en fait, on devrait se préoccuper aussi, non seulement de la santé humaine, mais des effets de ces phytosanitaires sur la biodiversité. Il était question d'une santé effectivement globale. Merci beaucoup Pierre Sujaubert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'hématologie à l'université Claude Bernard Lyon 1 et que, on l'évoquait tout à l'heure, une pétition qui avait recueilli 2 millions de signatures a eu lieu l'an dernier sur le site de l'Assemblée nationale contre la réintroduction de l'un des 2 pesticides dont on parlait à l'instant.